Merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être à la Cité des Sciences, qui est en effet un lieu euh, où il m'arrive souvent de me rendre pour continuer d'explorer les images et la bibliothèque. Du coup, vous m'avez demandé de me représenter à nouveau, donc c'est ce que je vais faire. Donc moi, je suis historienne de l'art, je suis docteur en histoire de l'art. Et moi, j'ai commencé cette recherche en fait sur les images en lien avec l'astronomie et l'aventure spatiale parce que je m'intéressais au début des années 2000 aux artistes qui eux-mêmes se plongeaient dans cet imaginaire-là, dans ces images-là, et qui s'intéressaient notamment à la science-fiction et qui partageaient tous, qui avaient tous en commun une culture visuelle. Et en m'intéressant à leurs travaux, j'ai identifié cette culture visuelle et je me suis dit, mais finalement, comment ça se fait qu'on ait tous des images en commun, qu'on ait tous une culture visuelle commune, alors que peu d'entre nous sont allés dans l'espace, même aucun d'entre nous, ça c'est sûr, mais à l'échelle de l'humanité, assez peu de gens y sont allés. Et comment ça se fait que, voilà, on a des images en commun, d'où est-ce qu'elles viennent, qui est-ce qui les a fait, pour qui est-ce qu'elles ont été faites et sur quoi elles s'appuyaient. Donc évidemment, ça m'a posé tout un tas de questions parce que c'est pas du tout des œuvres d'art. Et là, je suis tombée dans une espèce de trou noir, pour filer la métaphore de l'espace, une espèce de trou noir où en fait je me suis confrontée à des images qui étaient extrêmement nombreuses, toujours multiples. Quand je disais je vais m'intéresser aux images de l'espace, on me disait mais t'es folle, au XXe siècle il y en a beaucoup trop, tu n'y arriveras jamais, etc. Et mon idée c'était de regarder les images qui ont raconté comment est-ce qu'on vulgarise les connaissances que l'on a à propos de sujets qui concernent des lieux où personne ne s'est jamais rendu, à un moment où on n'envisageait même pas encore de s'y rendre. Et pour regarder ces images qui ne sont pas des œuvres d'art, en même temps, l'histoire de l'art a des outils qui sont formels, analytiques, méthodologiques, etc. Et donc l'histoire de l'art peut se pencher aussi sur des images qui ne sont pas des œuvres d'art, et justement sur ces images qui font partie de la culture collective et qui fondent les imaginaires communs et les imaginaires collectifs que se partagent des communautés de personnes ou des sociétés. Alors du coup, je fais un petit peu ma promo, mais cette thèse que j'ai terminée donc il y a 5 ans est devenue un livre, Voir l'espace, qui revient justement sur cette chronologie que vous évoquiez, qui est donc la chronologie de cette thèse, c'était qu'est-ce qui se passe entre le moment où on est sur Terre et qu'on prend la première photographie de la Lune, parce que toute l'histoire de la photographie, elle est très liée aussi à l'histoire de l'astronomie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on peut mécaniquement enregistrer les premiers portraits célestes des objets qui sont observés par les astronomes? Et en l'espace d'un siècle, un petit peu plus d'un siècle, on passe de la première photo de l'espace prise depuis la Terre aux premières photos de la Terre prise depuis l'espace, puis aux premières photographies prises depuis la Lune des missions, de la mission notamment la mission Apollo 11 en 1969, qui fait ce premier alunissage sur la Lune et dont les images sont diffusées en direct à la télévision en mondovision, et qui est un événement à la fois scientifique, qui est un événement d'ingénierie, qui est un événement politique, qui est un événement aussi culturel, puisque ceux qui étaient nés à l'époque, enfin qui étaient déjà nés, se rappellent tous de où est-ce qu'ils étaient, comment, et ça a été un événement de télévision, un événement culturel, etc. Donc j'ai essayé de reparcourir cette chronologie pour essayer de comprendre, voilà, comment est-ce qu'en un siècle on est passé en très accéléré finalement d'un projet de regarder le ciel et de le photographier à y aller et prendre des photographies sur place. Ce qui m'intéressait dans ces images, c'est vraiment comment est-ce qu'elles font partie de la culture, comment est-ce que la vulgarisation des sciences fait partie de la culture par le biais des images. Et pourquoi, comment est-ce que les images deviennent un lieu de carrefour, un lieu de rencontre entre ceux qui sont outillés, les communautés scientifiques, et ceux qui ne le sont pas, et ceux à qui donc on tente d'expliquer ce que les sciences découvrent. Et l'image devient à ce moment-là un véhicule, un moyen de transport en fait, un moyen d'accès aux connaissances et donc un moyen cognitif différent. Pour cette conférence, je me suis dit, bon, je vais essayer de twister un peu le jeu. Je vais essayer de pas forcément exactement faire cette chronologie. Et je voulais notamment vous parler des images qui sont ce qu'on appelle les vues d'artistes. Les vues d'artistes qui sont donc ces images qui portent cette appellation un peu étrange, dont on dit donc que ce sont des vues d'artistes. Et on voit ces images, souvent elles sont légendées, on est écrit vues d'artistes ou impressions d'artistes, /NASA, /ESA, qui sont donc ces grandes institutions publiques qui financent les projets astronautiques et les projets spatiaux. Et moi, en tant qu'historienne de l'art, si on me dit vue d'artiste /NASA, j'y comprends pas grand-chose. Je me dis, mais en fait, est-ce que cette image est une image scientifique ou est-ce que cette image est faite par un artiste? Qui est cet artiste? Qu'est-ce qu'il produit comme image?
Et notamment cette image-là, sur laquelle je suis tombée il y a quelques mois, qui présente donc le James Webb Telescope, qui va être lancé en décembre prochain, mais qui aurait dû être lancé l'année dernière, qui aurait dû être encore lancé l'année d'avant, etc. Qui est donc un télescope qui va venir remplacer Hubble, qui est le télescope en navigation spatiale depuis le milieu des années 90, qui prend ces images de l'espace, des nébuleuses, de ces grands motifs abstraits qu'on trouve dans l'espace, autour duquel aussi il y a tout un imaginaire et toute une mythologie de finalement les images de l'espace. Est-ce qu'elles sont, quelles couleurs on impose dessus, qui fabrique ces images, est-ce qu'on verrait vraiment ce que montrent ces images et tout ça. Donc il y a cette espèce de contrat entre nous et les images qui est passé par l'intermédiaire de ces captations, de ces compilations de données qui sont faites par les télescopes spatiaux. Donc ce télescope-là, qui est donc un projet, qui est né d'un projet qui a émergé dans les années 90, parce que souvent les projets d'astronautique sont des projets d'ingénierie comme ça, sont des projets qui se font sur de très longs termes. Et donc il faut prévoir au milieu des années 90 quelle sera la forme de ce satellite que peut-être on lancera au début des années 2020. Donc il y a tout un processus de spéculation, d'hypothèse, de mise en forme et des questionnements sur les matériaux, sur ce qu'on ira explorer, etc. Ce satellite, donc il est là, il devrait être assemblé, ou en tout cas il est en cours de finition d'assemblage. Et donc il n'est pas encore complètement terminé. On voit sur le site de la NASA des photos qui présentent le travail en cours, etc. Mais ce qu'on a pu voir, c'est certains portraits de lui, comme ça, qui sont diffusés dans la presse, ou bien via des canaux de communication qui sont spécifiques donc, aux médias scientifiques, etc. Et donc dans ce portrait, j'en ai choisi 2 de portraits de ce télescope qui joue en fait un double rôle. Quand on regarde une image de ce télescope, donc ce qu'on voit ici, c'est le télescope c'est le portrait d'un télescope. Il ressemblera à ça quand il sera terminé. Donc on peut découvrir des états d'avancement du projet, etc. Mais là, ce qu'on voit, c'est ce télescope qui est mis en situation. Donc il est mis en situation, il est présenté comme ça, en une espèce de voilier un peu futuriste, aux allures un peu flottantes, qui semble surfer sur peut-être la Voie lactée ou quelque chose, en tout cas un univers spatial, quoi. L'image, évidemment, elle ne nous est pas présentée comme une photographie, elle nous est présentée comme une image artificielle, même si donc elle est légendée de cette notion et parce qu'elle est légendée avec cette notion de vue d'artiste. Et même si on regarde, si on passe quelques secondes à regarder cette image, évidemment, on sent bien le côté plaqué, comme ça, artificiel. On sent bien que la matérialité de l'objet et l'image qui lui fait office d'arrière-plan ne sont pas complètement corrélées. Et rien ne masque le trucage de cette image, en fait. Cette image, elle sert à montrer ce à quoi il va ressembler en situation, donc à simuler l'action qu'il aura dans l'espace. Cette image, elle a circulé dans la presse, mais elle a circulé aussi donc via les grands sites internet des agences spatiales. Et elle a d'abord été produite pour promouvoir ce projet, le défendre, parce qu'évidemment, pour obtenir les financements, il faut défendre le projet au sein des communautés, au sein des institutions, etc. Donc ces vues d'artistes, elles sont autant utilisées pour parler au grand public des projets et des connaissances en astronomie, qu'elles sont utilisées au sein des institutions pour promouvoir, défendre et donc convaincre en fait de la faisabilité, de l'intérêt et donc de l'échéancier aussi réalisable de ce projet. Donc cette image, elle est légendée avec cette notion vue d'artiste qui, moi, ne m'a pas laissée indifférente. Et donc on retrouve souvent, au fur et à mesure des images, quand on regarde tous ces articles qui sortent sur « on a trouvé la nouvelle sœur de la Terre, on a découvert un nouvel endroit », etc. Il y a une narration autour de ces images que vient comme ça appuyer d'un petit soupçon de curiosité cette notion de vue d'artiste. La notion de vue d'artiste, c'est une idée qui apparaît au milieu des années 90. Mais en fait, moi, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est surtout que, en fait, la vue d'artiste, elle vient de l'histoire de la représentation. La vue d'artiste, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, évidemment, mais elle vient de toute une histoire de comment est-ce qu'on comprend la nature par l'intermédiaire de l'image et à quoi sert la notion de représentation, à quoi sert le dessin, à quoi sert la peinture, dès lors qu'on cherche à appréhender la nature. Donc cette notion de vue d'artiste, elle naît au milieu des années 90 pour dire en fait une chose assez simple, c'est on a les outils graphiques, visuels et optiques pour mettre en image quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience directe, l'expérience phénoménologique directe. On peut, grâce à l'image, montrer des choses que l'on sait, mais que personne ne peut voir directement, voire que personne n'a jamais vu, voire peut-être même que personne ne verra jamais. Donc,
dans ces domaines-là, et ça aussi, je trouve ça particulièrement curieux, mais dans ces disciplines-là, on peut accorder à différents degrés, on peut accorder à l'image le pouvoir, qui est presque un pouvoir magique, hein, le pouvoir de montrer quelque chose que personne ne verra jamais ou que personne n'a jamais vu. Donc il y a comme ça un espèce de, encore une fois, de contrat qui est passé entre celui qui regarde ces images et celui qui les fait. Ces images, elles sont le point de rencontre entre des connaissances qui sont pas toutes complètes, donc qui sont partielles, voire parfois spéculatives, et une mise en image qui ne doit pas trahir le contenu scientifique, mais qui en même temps doit en présenter une synthèse visuellement acceptable et qui caractérise en fait soit le projet, soit le site. Et alors un des sujets de prédilection des vues d'artistes, ce sont les exoplanètes. Donc les exoplanètes qui sont donc ces planètes qu'on a découvert depuis aussi le milieu des années 90, qui sont donc des planètes qui appartiennent à d'autres systèmes solaires. Depuis, entre le milieu des années 90 et aujourd'hui, on en a découvert plus de 4000, ce qui représente un bestiaire gigantesque en fait, de planètes dont on ne cesse de dire qu'elles sont toutes plus différentes les unes que les autres et extrêmement surprenantes parce qu'on découvre des planètes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pensait ou qui ne ressemblent pas tout à fait aux typologies de planètes qu'on avait évaluées comme étant donc potentiellement ces exoplanètes. Donc elles sont un sujet, un terrain d'étude et pour les astrophysiciens et donc elles sont un terrain d'études énorme et de découvertes, etc., auprès desquelles donc, on essaye de collecter un maximum de données qui vont servir la recherche scientifique. Et de ces données, on fabrique des images aussi parce qu'il faut communiquer autour des connaissances et des découvertes qui sont faites. Ça fait partie des injonctions, ça fait partie des obligations, et surtout dans un XXe siècle qui a vu se développer l'histoire des médias, de la communication, etc. Ça fait partie des obligations que de communiquer sur ce qu'on découvre quand on est une institution publique financée donc par les États, les pays, les nations, les contribuables, les Européens, les Américains, tous les pays. Chaque pays a son institution. Et donc ces images, elles sont là pour communiquer, pour informer. Et donc, parce qu'elles sont au croisement de la communication, de l'information et des sciences, elles sont, encore une fois, toujours dans cette négociation entre comment est-ce qu'on met en image un contenu scientifique sans le trahir, alors même que cette image, donc, ne va pas être faite par un outil mécanique, puisqu'elle va être faite par un illustrateur. C'est ça aussi que nous dit la vue d'artiste, et qu'en fait, la vue d'artiste, c'est une interprétation la plus plausible et la plus crédible qui soit, de tout un ensemble de choses que l'on sait, mais qui sont théoriques. Et qui sont en partie spéculatives. Mais ce que l'image va permettre, produire une image, va permettre de rassembler ces données-là. Et donc de jouer aussi, c'est-à-dire d'être conscient de l'importance qu'on accorde aussi au visuel et à l'accès cognitif que représente la mise en présence d'une image. Parfois, une image vaut 1000 mots, je crois que c'est une expression assez célèbre. Une image vaut 1000 mots. En tout cas, une image peut permettre donc un accès différent et peut permettre de synthétiser. Donc ces images sont des espèces d'hypothèses visuelles mais crédibles, basées sur tout un ensemble de choses qui sont vraiment venues des connaissances scientifiques. Et moi, j'ai assisté une fois à une réunion comme ça entre les illustrateurs, qui sont parfois soit illustrateurs passionnés d'astronomie, soit des astronomes qui sont ensuite passionnés d'illustration. Donc des réunions comme ça entre les services de communication, les illustrateurs et les scientifiques qui ont été à l'origine de cette découverte. Et souvent, sur l'image, il y a des des discussions extrêmement vives, en fait, sur les couleurs, mais il y a des chartes quand même qui sont établies, sur les couleurs, sur les volumes, sur les distances. La question de la distance dans l'espace, elle est incompressible en une image, en fait. Donc, il y a beaucoup de discussions qui sont faites autour de ça, etc. Et donc, ces images, ce qu'elles ont de très beau, en fait, c'est qu'elles ont cette part, comme ça, de négociation entre les outils scientifiques et les outils visuels dans le but de communiquer, en fait, au plus grand nombre de gens des connaissances qui doivent être partagées puisqu'elles appartiennent finalement à tout le monde. L'exemple que je vous avais mis ici, c'est donc une exoplanète Proxima b qui, il faudrait la garder en tête pour tout ce qu'on va voir après, parce qu'en fait, cette image, si on la regarde avec un petit peu d'attention, elle a à la fois cette teinte un peu science-fiction, ça pourrait être un plan cinématographique d'un film qui nous raconte un voyage genre interstellaire, et en même temps,
si on se met du côté de l'analyse visuelle, ce qu'on voit sur cette image, c'est un avant-plan, un promontoire rocheux qui nous permet de surplomber une espèce de mer de nuages à partir de laquelle on a une vue en perspective, un plan horizontal et ensuite une lumière qui apparaît au fond. Si vous avez en bagage visuel, et ça fait partie des images que l'on mobilise souvent dans la culture visuelle occidentale partagée, les tableaux du 19e siècle, et notamment du romantisme allemand. Il y a ce tableau très célèbre de Friedrich, qui est donc ce voyageur au-dessus d'une mer de nuages, qui est vraiment la même composition en réalité. J'aurais dû l'amener, parce que du coup, ça aurait été une démonstration plus convaincante, mais en fait, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'image, la peinture, la représentation nous permet de nous situer à un endroit donné, sur lequel une poignée de personnes iront, voire n'iront pas du tout, mais le tableau nous met en situation d'observer la nature depuis un endroit privilégié à un moment privilégié. Et ça, finalement, aucun outil mécanique d'enregistrement, de photographie, de collecte de données ne peut donner en fait cette impression-là qu'on participe, qu'on est pris dans cette vision, qu'on peut assister à cette scène en étant à un moment privilégié, à un endroit privilégié, et que donc on peut admirer cette nature et donc admirer les formes qu'elle a. Donc les images de ces exoplanètes, les vues d'artistes de ces exoplanètes finalement sont intrigantes parce qu'elles reprennent justement des moyens, vraiment des outils de composition et des moyens de mise en image qui viennent de l'histoire de la représentation. Et je ne suis pas en train de dire que ce sont des œuvres d'art ni des tableaux, mais je crois que la question ne se pose pas vraiment en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que finalement, pour parler au plus grand nombre et pour montrer des choses, la vue scopique, la mise en situation, la vue sur site, la simulation visuelle est un outil extrêmement puissant dans la diffusion des connaissances. Alors les vues d'artistes, elles sont aussi utilisées parfois, donc comme je vous le disais, pour mettre en scène les projets à venir. Et alors Philae et le rover Curiosity, qui eux font partie un peu si les exoplanètes sont une espèce de bestiaire, enfin ce sont pas un bestiaire en fait, sont une espèce d'atlas de paysage. Les robots qu'on envoie dans l'espace sont le bestiaire de l'astronautique. Philae, qui est aussi le nom qu'on a donné au chien offert à François Hollande après cette aventure, etc. Donc il y a tout un univers culturel qui est mobilisé pour familiariser et rendre populaires en fait ces grands projets spatiaux. Et ça, par exemple, ce sont des vues d'artistes qui ont été produites avant d'envoyer les robots pour dire voilà comment ça va se passer. Parce que toute l'histoire de l'aventure astronautique et astronomique du XXe siècle, c'est aussi de donner les garanties que ces projets vont avoir lieu et que ces découvertes existent en fait. Et c'est l'image, encore une fois, qui vient convaincre, montrer, faire la démonstration en amont de la manière dont ces projets vont se réaliser. Ça, c'était encore un autre exemple aussi de un atterrissage potentiel sur un satellite de Saturne, donc c'est pas rien. Et là, on est quand même, on a l'impression qu'on pourrait être dans une vignette de science-fiction ou dans un film, mais c'est une vue d'artiste qui a été réalisée pour l'ESA, qui est donc l'Observatoire européen. Et donc, c'est une vue d'artiste qui a été réalisée par un illustrateur vraiment spécialisé dans le domaine, et donc qui nous remet dans cette vue paysagère sur laquelle ensuite on peut, puisque le décor est planté, ajouter en fait les éléments qui feront la démonstration de ce qui va advenir. Mais pour raconter l'histoire des vues d'artistes, je suis obligée de faire un énorme bond dans le passé et de remonter à Galilée. Galilée, qui est donc célèbre pour avoir, dans le domaine de l'astronomie, fait cette chose assez folle, qui était, donc on est au tout début des années 1600, 1608, 1609, il entend parler de cet outil que fabriquaient à l'époque les Flamands, qui était donc la lunette d'observation. Et qui a aussi une histoire dans la peinture, dans l'histoire de la représentation. C'était aussi la création de cet outil-là d'observation qui a permis en fait aux artistes flamands de cette époque-là d'avoir ce goût comme ça pour le méticuleux, l'hyper-réel, la description précise des choses telles qu'elles sont observées par cet outil mécanique. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant. Qu'est-ce qu'on représente? À quoi ça sert de faire des images? Est-ce qu'on représente le réel ou est-ce qu'au contraire on représente les visions intérieures, etc. Et ce sont aussi des questions que vont se poser les illustrateurs tout au long donc de ce projet de mettre en image les connaissances que l'on a sur le ciel.
Alors Galilée, il n'est pas sur ce type de questionnement-là complètement, mais il fait cette chose donc de construire sa propre lunette, et il est le premier, en tout cas l'un des premiers, parce que la question du premier est toujours un peu compliquée, mais il est en tout cas l'un des premiers à tourner sa lunette vers le ciel et à dire, finalement, on pourrait connaître le ciel en l'observant directement, plutôt que en lui appliquant en fait des raisonnements théoriques et mathématiques. Donc il est le premier à tourner sa lunette, à tourner un objet d'observation qui augmente la vue vers le ciel. Et ce qu'il en découle, c'est sa publication de 1609, qui s'appelle donc Le Messager céleste, ce qui n'est pas rien en fait non plus d'appeler cette publication Le Messager céleste, puisqu'il y a quelque chose dans cet ouvrage, il dit « Voilà ce que j'ai observé ». Voilà ce que j'ai observé et voilà les constats que j'en ai tirés et voilà ce que j'en ai compris, ce que j'ai compris de ce que j'ai vu. Donc c'est une expérience qu'il fait de regarder, de voir et de retranscrire ce que son œil, savant, garanti, scientifique, outillé, ce que son œil a observé, il a cherché à le retranscrire. Et ça lui a permis de découvrir que Saturne avait des satellites, ça lui a permis de découvrir aussi, et surtout, en tout cas, que, ce qui lui a valu beaucoup de problèmes, mais que la Lune n'était pas une sphère lisse, ronde et parfaite, que notre satellite était plein d'aspérités, de cratères, de relief, en fait. Et là, c'est intéressant aussi parce que du point de vue de l'iconographie, jusque-là, la Lune, dans la culture visuelle, dans l'iconographie, elle était associée à la Vierge Marie, avec donc ce symbole comme ça de pureté, de sphère lisse, parfaite, etc. Et Galilée, surtout, avait vraiment cette vision de cette idée du dessin et de la représentation, puisqu'il considérait que plus les choses à imiter étaient éloignées, plus les moyens finalement du dessin, de la mimésis, de la peinture, de l'imitation, en fait, étaient utiles. C'est-à-dire que c'est ce que disaient les peintres depuis la Renaissance, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que disait Léonard de Vinci, c'est pour bien connaître la nature, il faut l'observer. Et tenter de représenter ce que l'on observe, c'est aussi un moyen d'apprendre à connaître. Parce que si je m'intéresse donc aux couleurs, aux proportions, aux lumières, aux relations entre les objets de la nature que j'ai face à moi, je suis obligée de tenter de les comprendre dans leur aspect physique, en fait, et dans leur aspect concret. Et donc, connaître leur aspect concret, tenter de le retranscrire, et donc me poser des questions graphiques, mais au service de la connaissance que je cherche à avoir de la nature, c'est le meilleur moyen pour la comprendre. Et c'est ce que diront aussi les peintres du 19e siècle, etc. Constable qui faisait tous ces tableaux où il y avait vraiment une préoccupation météorologique, en fait. Mais finalement, la peinture comme moyen d'appréhender ce que je vois et ce que je cherche à comprendre. À tel point que Galilée donc, produit un ensemble de dessins qu'il publie dans Le Messager céleste. Et finalement, la démonstration qui est faite, c'est voilà en synthèse visuelle ce que j'ai observé. Et ce que j'ai observé me permet de faire ce constat, donc que la Lune a des phases, que la Lune tourne et que la Lune est changeante et que la Lune a des aspérités. Et il était très proche aussi des milieux picturaux. Et il y a un artiste italien qui s'appelle Ludovico Cigoli qui a fait une fresque dans laquelle, pour la première fois, il associe la Vierge Marie à la Lune, mais à une Lune qui est en partie en zone grise. Et ça a fait scandale, etc. Parce que c'était contre l'iconographie acceptée de l'époque. Mais il y a des passages comme ça, il y a des points communs, parce que dans cette histoire-là, c'est une histoire de représentation. C'est une histoire d'accorder au pouvoir de la représentation, au pouvoir d'imiter la nature, qui est donc ce pouvoir que l'histoire de la peinture accorde à la représentation depuis la Renaissance, au pouvoir de chercher à imiter pour caractériser, pour comprendre et pour appréhender. Et ce que nous dit aussi Galilée quand il produit ce dessin, c'est finalement, plutôt que de se représenter les choses, le dessin nous permet de les présenter, de les avoir sous les yeux. Et donc ce messager céleste, c'est l'image en fait, qui raccourcit ce trajet, cette distance entre celui qui observe et l'objet qui est observé. Celui qui n'a pas la lunette d'observation lit Galilée et regarde ses dessins et finalement a lui aussi cette lune différente de ce qu'on pensait qu'elle était, il l'a sous les yeux. Ça, c'est une idée qui va plaire évidemment beaucoup. Je fais des bonds dans le temps, je suis désolée, il faut suivre un petit peu. Mais c'est une idée qui a plu évidemment au 19e siècle, qui est donc ce siècle de la vulgarisation. Ce siècle aussi pendant lequel, donc à partir de la seconde moitié du 19e siècle,
révolution industrielle, donc on construit de plus en plus d'objets manufacturés, la photographie apparaît, les télescopes se développent de plus en plus, on a les moyens de production de ces objets pour regarder de plus en plus loin, pour observer les choses de plus en plus loin et pour être attentif donc, à la nature infiniment grande ou infiniment petite par d'autres moyens. Le 19e siècle aussi est un siècle pendant lequel se pose vraiment la question de la vulgarisation et le métier de vulgarisateur apparaît. Le métier de vulgarisateur de celui qui, dans le fond, dit les savoirs doivent être partagés, les savoirs sont pour tout le monde et encore plus, je ne sais pas, mais en tout cas, l'astronomie fait partie des savoirs qui doivent être partagés puisque le ciel appartient à tout le monde et tout le monde peut faire cette expérience de lever les yeux, d'admirer les constellations, les étoiles, la lune, etc. Donc, il faut finalement répartir ces connaissances, les partager. Et donc il y a notamment en France, en Angleterre, etc., des conférences publiques qui sont organisées. En France, c'est François Arago, qui est le directeur de l'Observatoire de Paris, qui multiplie vraiment les événements et les moyens de rendre accessibles au plus grand nombre les connaissances qui sont produites par les institutions publiques. Et c'est de là qu'en fait naît aussi cette idée de partager. C'est notamment dans ce cadre-là qu'est produite donc cette plaque de verre sur laquelle est peinte cette vue de la Terre depuis la Lune, qui est quand même une image assez folle parce qu'elle date de 1849. Donc c'est sur une plaque de verre, c'est de la peinture sur plaque de verre, puisque ça servait pour les lanternes magiques, donc ces premiers outils de projection d'images. Donc cette image, finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, voilà ce que vous verriez si vous étiez sur la Lune, voilà ce que vous voyez si vous étiez sur la Lune, mais je précise que cette image, elle est diffusée dans un cadre de vulgarisation. Donc elle est entourée d'un discours qui se veut scientifique, plausible, crédible, démontré en fait. Et donc, ce qu'elle nous dit, c'est, d'après ce que l'on sait, voilà à quoi ressemble la Lune, et voilà ce que vous verriez si vous y étiez. Et en observant d'un petit peu plus près cette image, on voit que certes, elle nous donne une information scientifique. En même temps, elle utilise des outils graphiques et picturaux très précis, puisqu'elle utilise encore une fois l'avant-plan, la vue en perspective, la profondeur de champ, la ligne d'horizon, qui est presque aux 2/3 du tableau. Donc ça, ce sont des conventions de représentation qui sont extrêmement précises et extrêmement anciennes. Et puis cette bille bleue, qui deviendra même cette célèbre photographie produite par la NASA et réactualisée souvent, cette bille bleue, donc cette Terre vue depuis l'espace. Cette image, elle a cette force aussi de dire... Finalement, je ne vous montre pas toute la Lune, je vous montre ce que vous verriez si vous étiez sur place. Je vous montre ce que vos yeux pourraient embrasser si vous étiez sur place. Donc, ce qu'elle nous dit, là aussi, elle utilise des moyens très présents dans les outils que sont ceux donc des gens qui produisent des représentations, des peintures, des dessins, etc. C'est qu'elle nous dit, vous savez où vous êtes dans cette image, vous savez où sont vos pieds et vous savez ce que vous regardez. Vous n'avez pas tout à voir, vous savez où vous êtes. Ça, c'est quelque chose que des théoriciens de la représentation ont appelé la proprioception. C'est-à-dire, si je sais où je suis dans l'image, je sais ce que je dois observer. Et le meilleur moyen de savoir ce que je dois observer, c'est de savoir où je suis dans l'image. Et là, il y a encore un niveau supplémentaire, puisqu'au milieu de cette image, en haut, c'est la Terre qui apparaît. Donc, ce que nous dit cette image, c'est n'ayez crainte. La Lune n'est pas un endroit dangereux. Il n'y a qu'à retourner la face du miroir, en fait. Cette expérience que vous avez faite, directement depuis la Terre, d'observer la Lune, ou bien par la peinture, parce que là, on est au 19e siècle, donc on est en pleine période naturaliste et romantique, donc le coucher du soleil, le lever du soleil, le lever de la Lune, etc., qui sont extrêmement représentés dans la peinture occidentale à l'époque. Ce que cette image nous dit, c'est petit retournement, mais finalement, soyez tranquilles, c'est la même chose, il n'y a pas de choses dangereuses sur cette Lune, si ce n'est que... Elle a l'air un peu plus rocheuse qu'on a découvert qu'elle n'était finalement. Mais globalement, cette image, elle est assez rassurante, elle est assez tranquille, elle est plutôt neutre en fait. Parce que c'est une image qui se veut être diffusée dans un contexte de vulgarisation des sciences. Donc, il n'est pas question de rajouter trop de fiction. Elle est déjà suffisamment expressive en elle-même. Cette idée-là de représenter ce que l'on sait par l'image, elle devient de plus en plus présente aussi parce qu'on est à un moment où il y a de plus en plus de publications qui sont faites. L'imprimerie connaît un essor considérable dans la deuxième moitié du 19e siècle. La notion d'astronomie populaire aussi prend de plus en plus de place. Et vraiment, la vulgarisation, la popularisation des connaissances est un vrai enjeu de l'époque. Se multiplient les astronomies populaires, notamment en France, par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelle Camille Flammarion, qui est un peu célèbre dans le domaine, et qui, lui, fonde la Société astronomique de France, et donc fonde toute cette société de gens qui ne sont pas
qui ne travaillent pas pour l'Observatoire de Paris, qui ne sont pas dans les institutions, mais qui produisent de la science dans cet esprit scientiste qui est celui donc, de la fin du 19e siècle. Ils produisent de la science et comme il y a aussi des enjeux commerciaux et de popularisation et de vulgarisation, ils utilisent des moyens qui sont ceux de la littérature. Donc il y a tout un ensemble d'astronomie populaire, notamment celle de Camille Flammarion, qui vont être publiées en reprenant les mêmes modèles de Percaline Rouge, de Jules Verne, et qui illustrent, parce que finalement l'astronomie, ça reste quand même un truc qui n'est pas hyper simple à comprendre pour tout un chacun. Et l'image, en fait, permet aussi d'autres accès, d'autres moyens et d'autres accès de lecture. Et donc, au gré de ces livres, on trouve tout un ensemble de choses. Donc, les premières photographies qui sont faites des objets célestes, et notamment de la Lune. Et puis, finalement, de plus en plus d'astronomes comme ça, astronomes vulgarisateurs, commencent à nous dire « Mais puisqu'on sait, et qu'on a vu par l'intermédiaire du télescope, on ne peut pas produire des images, des photographies fixes, parce que la photographie n'est pas encore assez développée à ce moment-là. En revanche, on peut produire des images qui vont simuler ce que vous verriez si vous étiez sur place. » Donc cette image nous dit encore une fois, on va rendre visible ce qui est invisible pour ceux qui ne sont pas outillés. On augmente la vue. Et au lieu de se représenter et de vous laisser imaginer à quoi ça ressemble, parce que dans le fond, on vous donne des informations par le biais du texte, donc vous pourriez vous les imaginer. Mais tant qu'à faire, puisqu'on a des spécialistes, on va produire des illustrations qui sont justes. Comme ça, vous allez voir exactement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est des illustrations qui ont beaucoup de succès. Et là aussi, c'est pareil. Je m'étais dit, oh là là, il va y en avoir des tonnes et tout. En fait, non, parce que quand une illustration était bonne, elle était souvent reprise. Et celle-ci, par exemple, dans de nombreux ouvrages français, elle est reprise. Et celle-ci, elle a encore un petit truc particulier qui est que là, normalement, je ne vais pas vous la refaire, mais l'avant-plan, la vue en perspective, la ligne d'horizon, le champ de profondeur, les 2/3 du tableau, tout ça. Et cette image, elle est légendée. Elle s'appelle « Un paysage lunaire ». Donc c'est un paysage lunaire, c'est un paysage caractéristique du sol de la Lune, vue idéale prise dans la région montagneuse du sud-ouest. La notion de vue idéale est un vrai terme aussi technique en histoire de l'art, enfin dans l'histoire de la représentation. La vue idéale, c'est l'inverse de la vue sur place. Au XIXe siècle, les peintres pouvaient commencer à avoir la possibilité de prendre un chevalet et de se rendre à un endroit de la nature. C'est ce qu'ont fait tout un tas d'artistes au XIXe siècle, de se rendre quelque part pour peindre ce qu'ils avaient devant les yeux. Et donc en ça, ils disaient, c'est ça la réalité, c'est à ça que ça ressemble. Que j'ai passé des heures à peindre vraiment le sujet tel que je l'avais devant les yeux. La vue idéale, c'est la vue en atelier, c'est la vue qui synthétise, c'est la vue telle que justement pouvaient la pratiquer Léonard de Vinci, etc. C'est dire, j'ai toutes les données qui sont rassemblées et je vais caractériser, synthétiser ces données en une image. Mais une image qui porte toutes les garanties de sa plausibilité et du crédit, en fait, de ce qu'elle représente. Donc, cette notion de vue idéale, elle n'est pas là par hasard et elle est très importante, voilà, pour dire c'est la synthèse des connaissances. Vous avez lu le livre, c'est la synthèse des connaissances. Et la voilà en image, la voilà sous vos yeux. Et souvent, dans les textes, on lit « voilà, vous l'avez sous les yeux », avec cette idée vraiment que l'image peut abolir la distance entre l'objet observé et celui qui l'observe, ou ceux qui ne peuvent pas l'observer, puisqu'ils ne sont pas outillés. Donc cette image, on la retrouve dans plusieurs formats, dans plusieurs ouvrages, d'auteurs différents, etc. C'est une image qui est signée par un illustrateur qui s'appelle Le Breton, mais j'ai fait quelques recherches sur lui, je n'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est son nom, en bas des images. Au même moment, donc dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, il y a Étienne Léopold de Trouvelot, qui est astronome, amateur, qui n'a pas de formation particulière. Il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes au XIXe siècle, notamment dans ces disciplines-là qui connaissent une vraie transformation. Et Étienne Léopold Trouvelot, il est invité au collège d'Harvard pour profiter de ce télescope géant, parce qu'il y a toujours des télescopes plus géants que les autres, profiter de ce télescope géant qui va lui permettre de voir encore plus loin. Mais ça, cette histoire-là n'a pas cessé, en fait, parce que l'image du trou noir de 2019, c'est un peu ça aussi. On a fait la plus grande image. On a été le plus loin possible parce qu'on a l'outil le plus grand, quoi. Il y a quand même une histoire qui revient de pouvoir explorer de plus en plus profondément les choses grâce à des outils qui sont de plus en plus performants. Et cette histoire-là du progrès par la technologie, l'avancée des savoirs par la technologie, elle naît évidemment, elle est très liée successivement aux révolutions industrielles de la période contemporaine. Et donc Étienne Léopold Trouvelot est invité à Harvard pour donc profiter, une espèce de résidence d'observation astronomique, et donc pour observer le ciel. En observant le ciel, on sait aussi que lui, il a un bagage de
formation, mais là aussi peut-être un peu autodidacte, de graphisme, de peinture en fait. Et à la fin de son séjour, il publie 15 planches de chromolithographie, donc des lithographies en couleur, sur les objets qu'il a observés. Donc là, ce ne sont pas des vues paysagères, mais ce que viennent rajouter ces images dans cette histoire-là, c'est de la couleur. Et c'est pas rien de rajouter de la couleur, parce qu'évidemment, la couleur, c'est un outil qui vient qui vient animer l'objet qui est représenté, qui vient lui donner des effets d'incarnation supplémentaires. Et donc, c'est vrai que d'un coup, quand on voit Mars ou bien Jupiter tel que représenté par Trouvelot, ils prennent comme ça une espèce de force supplémentaire par le biais de la couleur et par la précision en fait de ces traits. Alors on peut se dire, mais d'un coup, c'est vrai qu'il les rend, il les fait comme tableau en fait. Il les met au milieu d'une image, les travails de contraste, de couleur, de modelé, de dessin, de lignes, tout ça, on sent que c'est très travaillé. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, si c'est autant travaillé, c'est parce que ça vient se mettre au service des connaissances qui ont été collectées à partir de ces séances d'observation. C'est-à-dire que là, la couleur, le dessin, la capacité à faire image et à faire ligne, elle est extrêmement liée aussi à l'idée de se mettre au service et de poursuivre l'exploration des connaissances. En voyant ce portrait-là de la planète Jupiter, on a une information qui complète celle qu'on avait jusqu'alors. On a des informations qui viennent nous dire qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des zones plus gazeuses, qu'il y a des effets de couleur qui sont observés et que ces effets de couleur, finalement, nous donnent des informations sur comment est faite cette planète et de quoi est-ce qu'elle est composée. Et c'est pareil si on regarde la planète Mars, évidemment. Le bouton retourne arrière, il marche un peu moins bien. La planète Mars, évidemment, elle a comme ça elle est très animée par cette arabesque au milieu, mais cette arabesque-là, elle n'est pas là pour satisfaire juste un plaisir esthétique, en fait. D'un coup, il y a vraiment cette rencontre entre savoir-faire, plastique, graphique, et les connaissances scientifiques. Les uns se mettent au service de l'autre, et ces images sont le point de rencontre entre les deux, et le point de négociation, encore une fois, entre les deux. Et c'est d'autant plus important à l'époque que, comme je vous l'ai dit, à la fois l'histoire de la photographie est très liée à l'histoire de l'astronomie, mais en même temps, avant de parvenir à faire des photographies qui sont de qualité suffisante pour montrer les choses, c'est assez compliqué. Et cet exemple-là me semblait assez parlant, puisque ce que l'on voit ici, c'est finalement la photographie qui enregistre l'information, et donc qui dit la lumière se répand comme ça autour de la nébuleuse d'Orion. Et ce portrait de la nébuleuse d'Orion qui est fait par Trouvelot, qui là en fait nous dit autre chose. Et les deux sont complémentaires en fait, c'est-à-dire qu'elles ne disent pas la même chose. Ce que le dessin peut dire, la photographie ne peut pas le dire. Et ce que la photographie peut dire, le dessin ne peut pas le dire. La photographie, en tout cas à l'époque, peut enregistrer de manière mécanique, donc dire voilà le résultat mécanique, personne n'a touché à ça, c'est objectivement, mécaniquement enregistré. Donc il n'y a pas de part de fiction, il n'y a pas d'interprétation. Enfin, c'est ce qu'on disait à l'époque de la photographie. Et l'image de droite, au contraire, nous dit c'est une interprétation, c'est un portrait dessiné, mais qui est fait par quelqu'un qui nous donne, qui donne du crédit scientifique et qui donne toutes les garanties du fait que cette image est un résultat d'observation scientifique, puisqu'il a été au plus grand télescope des États-Unis, quand même. Donc, non mais je blague, mais c'est tout à fait juste. Il faut entourer ces images de crédibilité scientifique. Et en même temps, ce que cette image nous montre, c'est qu'elle nous montre une prise de l'espace par cette nébuleuse. Elle nous fait son portrait, elle nous montre la place qu'elle prend, les lignes qu'elle a, les courbes qu'elle a, la lumière qui l'inonde, etc. La trajectoire qu'elle produit et tout ça. Donc, ce sont des informations qui sont plastiques, qui ne peuvent être produites que par quelqu'un qui a cette qualité graphique, mais en même temps, ces qualités graphiques sont mises au service d'un discours qui se veut scientifique et extrêmement attaché donc au fait de démontrer l'avancée des connaissances et de faire le portrait de cette nébuleuse. Mais ça revient un peu toujours à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que cette image, ce qu'elle nous montre, c'est la meilleure manière, au meilleur moment, de voir cette nébuleuse. Alors que la photographie, finalement, enregistre quelque chose, mais enregistre quelque chose d'autre et donne à voir quelque chose d'autre.
Donc là, au 19e siècle, deuxième partie du 19e siècle, c'est la grande course à faire ces images-là. Et celles-ci, donc elles sont produites par des Anglais qui publient un ouvrage qui est entièrement consacré à la Lune. Et dans l'introduction de cet ouvrage, l'auteur nous dit, cet ouvrage, c'est tout ce qu'on sait sur la Lune aujourd'hui. Et tout ce qu'on sait sur la Lune aujourd'hui, c'est à quoi elle ressemble, comment elle est faite, qu'est-ce qu'il y a dessus, etc. Donc il y a des photographies, il y a tout un ensemble de visuels qui sont extrêmement différents à l'intérieur de cet ouvrage. Et ce que nous dit cet auteur-là, c'est qu'il nous dit, il y a une partie des images qui sont faites parce que j'ai passé tellement de temps à observer les choses que j'ai pu fabriquer des objets, des volumes, que j'ai photographiés, que j'ai mis en lumière, et comme ça vous montrera la Lune comme si vous y étiez. Il y a vraiment cette idée de, puisque c'est juste là et qu'on peut l'observer avec le télescope, les images vont nous montrer ce sol comme vous le verriez si vous y étiez. Donc il n'y a pas d'embrouille sur le trucage, en fait. Cette image, elle est comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle ne triche pas sur le fait qu'elle est artificielle, mais peu importe l'artifice, l'idée c'est de vous mettre sur site comme si vous y étiez, en simulation, de voir ce que certains ont pu observer mais que personne n'a pu expérimenter. Faire l'expérience par l'image de quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience phénoménologique directe. Donc on accorde vraiment ce pouvoir à ces images. Et là, de nouveau, on retrouve l'avant-plan, le sol, la perspective, la ligne d'horizon, etc., etc., avec vraiment ce goût pour, voilà ce que vous verriez si vous y étiez, voilà finalement l'image qui sert de véhicule spatial pour se rendre sur d'autres sites, mais ces autres sites dont on sait qu'ils ressemblent à cela, mais toutes ces images sont réactualisées en permanence, c'est ça qui est assez joli. Donc elles témoignent aussi de l'avancée des connaissances, elles témoignent de l'histoire des sciences, elles témoignent de ce que l'on sait, à quel moment, et donc elles vont largement évoluer. Elles vont aussi évoluer au fil de la période, parce que ce qu'on fait dire aux images évolue. Et ce qui est beau aussi, c'est que toutes ces images, elles sont très figuratives, parce qu'elles veulent montrer des choses que l'on sait, pendant un siècle où c'est quand même l'abstraction picturale qui prendra le dessus sur toute l'histoire de la représentation. Donc il y a cette négociation aussi entre, finalement, représenter, vendre des livres aussi, séduire, vulgariser, populariser, et faire des images qui viennent compléter les images qui sont déjà existantes. Et il y a notamment deux illustrateurs de la première moitié du XXe siècle en France, Théophile Moreux, et Lucien Rudeau, dont je vous parlerai tout à l'heure. Théophile Moreux, qui lui écrit cet ouvrage qui s'appelle Un jour dans la Lune. Et cet ouvrage, Un jour dans la Lune, il commence vraiment comme un scénario de film. Je vous cite juste un tout petit passage du début. Il écrit « Il fait encore nuit dans la contrée où nous avons pris contact avec le sol de la Lune. Le ciel brille d'une incomparable splendeur. L'œil y découvre des milliers et des milliers d'étoiles. Aucune féerie nocturne, même dans nos régions tropicales, ne peut donner une idée de la grande nuit lunaire. Cependant, le soleil va paraître et l'aurore ne saurait l'annoncer, etc., etc. Tout à coup, un rayon bleu, violent, que l'œil ne peut supporter, s'élance du lointain horizon. Voici le jour. Où sommes-nous descendus ?» Donc ça commence vraiment comme une intrigue et du coup on a envie d'aller visiter cet endroit, on a envie d'assister à ce spectacle et c'est ça que nous disent les images, c'est on va pouvoir y assister puisqu'on sait à quoi ça ressemble, donc on peut le visualiser, on peut en produire des images. Et en même temps, là on est au début du XXe siècle, donc la photographie astronomique a progressé, peut montrer de plus en plus de choses, peut capturer de plus en plus de choses. Donc qu'est-ce que l'image peut dire que la photographie ne peut pas dire? Qu'est-ce que le dessin peut dire? Et c'est là aussi que cette histoire de vue d'artiste commence. Parce qu'en fait, ces images, elles disent que, certes, la photographie peut faire le portrait de quelque chose, mais l'image, le dessin, la peinture, vraiment l'image qui est produite non pas par l'outil mécanique, mais par l'outil humain, elle peut nous permettre de pénétrer à l'intérieur de ces mondes. Et dans le fond, c'est la même chose que ce que dit un artiste, c'est-à-dire quels sont les outils qu'on a en main pour traduire quelque chose, soit que l'on sait, soit une vision du monde, soit une interprétation des choses, etc. Là, c'est quels sont les outils graphiques pour aller encore un petit peu plus loin que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à maintenant, on avait fait le paysage idéal, caractéristique, synthétique des connaissances. Et là, petit à petit, on va pouvoir rentrer dans ce paysage et montrer finalement, non pas être à la surface depuis ce promontoire assez confortable finalement sur lequel on était, mais là d'un coup on va rentrer dans ces cratères, on va rentrer dans ces rainures. Et quel effet ça fait de rentrer dans ces rainures et de rentrer dans ces cratères? Ça procure des impressions dont on sent que finalement cette image-là, par exemple, elle est un petit peu plus expressionniste. Elle nous dit
elle nous dit, là, on se demande un peu comment on va regrimper, comment on va remonter cette paroi, quoi. Il y a quelque chose où on est beaucoup plus intrigué, on est beaucoup plus dans une aventure par l'intermédiaire de cette image. Parce que le siècle a avancé, les connaissances ont avancé, et la vulgarisation vient nous dire autre chose. Elle commence à nous dire, il y a une aventure qui se joue, non pas dont vous êtes le héros, mais quasiment. Je voulais aussi mettre cette image en relation avec deux autres images qui, dans la culture visuelle occidentale, ont une certaine présence, parce que ce sont des visuels qui sont extrêmement diffusés. Les gravures de Gustave Doré et l'expressionnisme allemand, le cinéma expressionniste, en fait, qui vient nous dire justement ça, qui vient nous dire d'un lieu, et c'est ce que disent aussi les peintres du début du XXe siècle, c'est-à-dire si on casse l'illusion qu'on peut représenter les choses telles qu'elles sont, parce qu'en fait, c'est pas vrai, parce que personne ne voit les choses exactement telles qu'elles sont. Personne ne voit les choses d'une seule façon. En fait, on peut les voir aussi telles qu'on les ressent, ou donner, ou utiliser ce que permet justement le fait que la peinture et le dessin soient des artifices, mais des artifices qui sont au service de quelque chose, et que finalement, on peut montrer la lune en disant, en ayant presque l'impression de ressentir ce que quelqu'un ressentirait. Pas juste de voir, mais de ressentir ce qu'on pourrait ressentir. Et c'est aussi parce que l'histoire de la représentation évolue et avance et se transforme et se pose des questions, que ces images-là aussi, elles baignent dans un univers visuel qui se transforme. Alors après, Lucien Rudeau arrive. Alors Lucien Rudeau, c'est passion. Mais Lucien Rudeau qui deviendra finalement très connu aux États-Unis. Très connu. Calmons-nous. C'est un illustrateur qui sera assez connu aux États-Unis, notamment dans les communautés d'astronomes et de passionnés d'astronomie et de lecteurs en fait d'astronomie, qui a publié en 1937 un ouvrage qui s'appelle Sur les autres mondes, et qui est un ouvrage qui vient compiler là aussi ses plus belles planches. Ces plus belles planches qui datent d'un petit peu avant, et ces plus belles planches sur lesquelles en fait vous voyez, il fait ce truc de synthétiser là aussi l'histoire visuelle de tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il fait, comme Trouvelot, le portrait d'une planète qu'il a observée avec le télescope, et en rajoutant cet avant-plan, en nous disant, mais on ne va pas juste le regarder depuis le télescope, ce serait dommage, mais c'est pas parce qu'on peut pas y aller qu'on peut pas y aller grâce à l'image, en fait. C'est exactement ce que permet l'idée de la représentation, c'est voyager, être quelque part par l'intermédiaire de l'image, et c'est ça, la beauté de la représentation et de la peinture, c'est de nous emmener quelque part, de nous emmener dans une idée, mais aussi de nous emmener quelque part, souvent, pour nous faire voir, pour nous faire observer cette chose. Et Lucien Rudeau, il était astronome, amateur, très proche de Camille Flammarion. Il a fait des illustrations pour Camille Flammarion. Et Lucien Rudeau était fils d'un illustrateur et frère d'un illustrateur aussi, donc il baignait quand même dans cet univers visuel, graphique, pictural. Et son père avait été formé par un peintre de l'école de Barbizon. L'école de Barbizon, qui était donc ces peintres de la seconde moitié du XIXe siècle, qui allaient dans la forêt de Fontainebleau et dans les environs pour justement prendre leur chevalet et dire voilà la nature à quoi elle ressemble. Voilà l'autorité de la nature, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà la nature à quoi elle ressemble. Et Lucien Rudeau, dans ses ouvrages, il le dit. Il dit c'est comme si je prends mon chevalet et je passe une journée sur le satellite de Jupiter et voilà ce que je vous en montre. Et Lucien Rudeau donc, fait ses portraits. Et cet artifice, qui est presque un artifice de scénographie, en fait, de rajouter cet avant-plan sur lequel il se passe pareil, pas grand-chose, il n'y a pas de danger, on pourrait y passer des heures. Ça, ce sont des planches qui font des formats un peu plus grands que A4, en fait. C'est vraiment des pleines pages dans un ouvrage aussi qui dit « Voilà ce qu'on sait sur cette planète », à la fin du chapitre, une image. Donc cet avant-plan nous permet de nous asseoir, nous permet de nous situer dans l'image, et donc nous permet de prendre pleine possession de ce portrait de planète qui nous est fait. Et aussi, parce qu'il a cette qualité de peintre, il rajoute, et parce que les connaissances scientifiques évoluent sur les planètes qu'il observe, il peut ajouter des éléments. Donc il sait quel est l'impact du Soleil sur la planète Mars, par exemple, et donc il sait qu'il va y avoir une partie qui est baignée dans l'ombre. Et ça, c'est à la fois scientifiquement vrai par rapport aux connaissances qui sont celles de l'époque, et plastiquement hyper intéressant, parce que ça permet aussi d'animer cette planète, de lui donner corps, volume et une présence qui est beaucoup plus spectaculaire et qui est presque cinématographique, en fait. Lucien Rudeau, finalement, il est un peu le premier à faire ces vues d'artistes quasiment cinématographiques, sur lequel ensuite on n'aura plus qu'à poser une fusée, un équipage de 3 extraterrestres, et on pourra raconter une histoire. Et donc, en comparaison avec ça, j'avais juste choisi cette image-là de Théodore
Rousseau, qui est donc un des grands maîtres de l'école de Barbizon. Donc finalement, moi, quand j'ai vu les illustrations de Lucien Rudeau, j'ai pensé à ces peintures-là parce qu'elles mettent en spectacle, elles mettent en scène le spectacle de la nature elle-même, en fait. Elles disent, voilà la nature, voilà telle qu'elle peut être vue, observée et ressentie si on lui accorde l'importance qu'elle a. Pas besoin en fait, comme si la peinture se mettait au service de la nature et des spectacles de la nature elle-même. Et c'est ce que nous dit toute l'histoire visuelle de l'aventure spatiale, c'est cette nature extraordinaire, puisqu'on ne peut pas en faire l'expérience, cette nature extraordinaire, il faut réussir à la capturer, il faut réussir à la mettre dans notre banque de données visuelles, dans notre banque d'images, dans notre album d'images à nous. Donc voilà les images de Lucien Rudeau, et Lucien Rudeau qui va avoir, on le sait, un impact sur l'un des grands illustrateurs américains de l'aventure spatiale et presque le directeur artistique des projets que vont mener Werner von Braun, Willy Ley, etc., pour convaincre les institutions américaines de promouvoir ce projet. Et donc Chesley Bonestell, qui est pas de la même génération, qui est plus jeune que Lucien Rudeau, et dont on sait qu'il avait des ouvrages de Lucien Rudeau, et qu'il avait vu des vignettes de Lucien Rudeau qui publiait par ailleurs dans les revues américaines, etc. Et quand on voit la production visuelle qu'il a eue juste après, on peut évidemment pas s'empêcher de comprendre le lien qu'il y avait entre les deux. Mais c'est un lien qui est pas... c'est-à-dire que peut-être que Chesley Bonestell aurait fait ce même type d'image s'il n'y avait pas eu Lucien Rudeau, mais d'une certaine manière, c'est pas une histoire de personne, c'est une image qui se file et qui s'est construite aussi parce qu'elle s'inscrit dans des généalogies de l'histoire de la représentation qui ne sont pas propres à l'illustration d'astronomie. Ce sont des images qui s'inscrivent et qui ont justement utilisé les artifices de l'histoire de la représentation, de l'histoire de la peinture de paysage, pour faire que ces images... On n'a plus qu'à transférer, en fait, à renverser le miroir. Et on est dans l'espace, mais elles reprennent les codes de toute la peinture terrienne, je ne sais pas si ça se dit, mais toute la peinture terrestre, en tout cas. Donc elles reprennent les mêmes codes. Mais Chesley Bonestell, il est américain, il produit ses illustrations à une autre époque, etc. Donc évidemment, ces illustrations, elles vont avoir un autre... Et puis l'époque avance, les connaissances avancent, la place de l'illustration avance, etc. Elles vont avoir une petite... elles vont apporter quelque chose aussi qui dit que l'époque a évolué, que le temps est passé, que les connaissances sont de plus en plus précises. Donc les images qu'il va faire, elles sont basées sur des connaissances qui elles-mêmes ont évolué. Donc elles témoignent d'évolution des connaissances scientifiques. Elles témoignent aussi d'évolution de maîtrise graphique et d'outils de la palette de celui qui pourra faire que les craquelures sont plus craquelées, que le sol est un petit peu plus brun, que la lumière est plus éblouissante, etc. Et Chesley Bonestell va aussi, d'un coup, faire basculer l'histoire de la vue d'artiste dans quelque chose d'autre, et notamment en produisant cette image-là, parce que jusqu'à présent, je vous avais dit, il n'y a personne, on est tranquille, mais là, d'un coup, il y a des gens. On est toujours l'avant-plan, toujours la vue de cette planète qui apparaît, mais là, cette planète, elle est tellement grande qu'elle ne peut pas rentrer dans l'image, donc on n'est pas hyper confortable. En tout cas, tout ne nous est pas complètement montré à l'intérieur d'une image. Et puis, il y a sur cette planète des petits bonhommes bleus, qui ne sont donc pas des petits bonhommes verts et des extraterrestres, mais qui sont ces explorateurs que nous allons devenir. Parce que Chesley Bonestell, les gens avec qui il est en lien, on est au milieu des années 40, puis au milieu des années 50, surtout il va produire un certain nombre d'images. Et leur objectif, c'est de dire, en fait, l'histoire de l'exploration spatiale, qui était donc théorique avec Rudeau. Rudeau disait, on n'ira jamais, mais on peut le voir quand même. Ensuite, c'est la science-fiction et les pulp magazines aussi qui ont introduit beaucoup de ces images, mais en rajoutant des histoires pas possibles et tout ça. Et là, finalement, l'idée, c'est de prendre la vulgarisation scientifique comme un moyen de convaincre et comme un moyen de montrer ce qui va arriver. Et cette image, en fait, elle nous décale. Elle nous dit pas... Voilà ce que vous verriez si vous y étiez, ou alors on est vraiment tout seul, parce que l'équipage est quand même en train de faire un truc, il ne nous a pas invités à le faire. Mais là, ce que nous dit cette image, c'est on sort de la pièce, on sort de la scène, parce que la scène qui se joue, c'est une scène où il y a des explorateurs qui viennent visiter cette planète. Et ces gens-là, c'est pas nous, puisqu'ils sont un peu loin de nous, mais ce sont des humains qui sont arrivés là et qui vont explorer ce site. En même temps, on n'a pas complètement envie de faire partie de cet équipage parce que cette planète, elle est vraiment très grande. Et donc, il y a un peu là se joue un truc de... Il y a une narration qui arrive, il y a un récit qui est introduit et il y a une distance qui est prise dans cette aventure qu'on va pouvoir vivre par l'intermédiaire des images, mais dont finalement, il y a des gens qui le font pour nous. Chesley Bonestell, qui a lui été extrêmement inspiré, extrêmement
comment dire, extrêmement marqué par la peinture des paysages américains, parce qu'après, il y a eu une tentative quand même par les successeurs de Chesney Bonestell d'inscrire ces productions dans l'histoire de l'art. Et donc de lui trouver des pères et des grands-pères et tout ça. Donc le grand-père de l'art astronomique, c'est Lucien Rudeau, et selon ces gens-là. Mais c'est vrai que et c'est pertinent comme comparaison parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est il y a eu au 19e siècle encore, hein, c'est vraiment l'histoire de la peinture du 19e siècle, il y a eu un impact très fort sur ces gens-là et sur les images qui sont parues au 20e siècle pour figurer des autres sites. Au 19e siècle, il y a toute cette peinture américaine qui montre les sites du Grand Canyon, de Yellowstone, etc., et qui sont des sites, en fait, dont ensuite on a évalué qu'ils étaient en effet tellement particuliers qu'il fallait en faire des parcs nationaux. Et c'est vrai que ces peintres ont permis de saisir, alors ce que des théoriciens du paysage peuvent dire artialiser, c'est-à-dire faire tableau, faire paysage d'un morceau du monde pour se l'approprier, pour finalement le rendre moins grand et donc saisissable par les yeux, par la vue et donc par celui qui observe ces images. Et on sait que chez Chesney Bonestell, et c'est très parlant quand on voit un certain nombre d'images, on sait qu'il a été influencé par ces images-là. Et là, notamment, ce diptyque qui se répond un peu, parce que dans le fond, ces images du 19e siècle, elles jouaient aussi cette partition romantique de dire ces lieux sont si vastes, mais la peinture peut s'en saisir, tout en vous montrant que il peut s'y passer une aventure, parce qu'on est quand même aussi dans une période romantique, et le romantisme, c'est j'ai envie mais j'ai peur, quoi, parce que c'est beau mais je peux mourir. Et donc cette image-là, et Chesney Bonestell reprend la même manière de construire sa peinture, de dire voilà un endroit un peu protégé, mais en même temps un endroit parfait pour observer au meilleur endroit et au meilleur moment cette planète qui apparaît comme ça en spectacle magnifique devant les yeux de quelqu'un qui se trouverait sur place. Donc c'est vraiment la peinture comme moyen d'accès, et dont on a vu que c'était naturaliste, et là ça devient un petit peu plus romantique, un petit peu plus aventureux, mais toujours avec cette idée de dire là on est quand même protégés, mais on peut vivre cette expérience par l'intermédiaire de la peinture. Donc là, quand on voit ces images-là, on pense vraiment aux peintures de ces parcs nationaux. Alors je suis désolée, cette image, elle est floue, mais elle est trop sympa, parce que c'est une image, une photographie pour le coup, qui a été faite par des gens qui se réunissent une fois par an à Hawaï ou sur ce genre de sites qui servent de terre un peu analogique, c'est-à-dire des sites sur la Terre qui ressemblent à des sites extraterrestres. Et donc cette photo, c'est donc une photo qui est prise dans les années 80-90 d'une association d'artistes astronomes qui, chaque année, font un workshop en hommage. Et cette année-là, ils portaient tous un t-shirt avec marqué Lucien Rudeau Forever, ou un truc comme ça. Un truc donc pour rendre hommage à Lucien Rudeau, à Chesney Bonestell, et pour dire finalement on continue ce travail-là, d'aller comme ça sur ces sites terrestres et de mettre en image les sites extraterrestres. Et parmi leurs productions, et parmi ces artistes qui font partie de ces associations, c'est pas des zozos, quoi. C'est des gens qui font quand même des images qui sont vraiment utilisées par les communautés scientifiques. Moi, c'est une discussion que j'ai eue avec des astrophysiciens qui disaient non, mais tu peux pas présenter ça comme n'importe quoi, parce que ces gens-là font des images sur lesquelles nous on s'appuie quand même en partie, quoi. Et c'est ça toute la négociation de la vue d'artiste, c'est que à la fois les astrophysiciens et ceux qui sont vraiment dans la théorie et dans l'exploration abstraite, ils n'aiment pas trop quand on fait image, parce que l'image, elle peut toujours trahir le contenu. Et en même temps, ces images-là, quand elles sont donc produites avec les garanties scientifiques, elles permettent, encore une fois, d'avoir accès à quelque chose. Et c'est la démonstration aussi que par la représentation, on a accès à des choses qu'aucun outil mécanique, a priori, même le James Webb Télescope, qui surfe comme ça sur la Voie lactée, ne pourra pas faire ça. C'est-à-dire produire une image qui nous met à un endroit donné, à un moment précis, sur un site pour observer de manière privilégiée un endroit en volume, en couleur, avec tous ces effets d'incarnation et d'animation, en fait, qui le rendent accueillant, ou en tout cas dont on peut se saisir par les yeux. Et pour finir, donc, cette vue d'artiste du système planétaire TRAPPIST 1, qui est un des exosystèmes les plus connus. Et là, quand on voit cette image, on comprend, c'est une image qui est diffusée sur le site de l'ESO, donc cet observatoire européen qui a le télescope à Atacama, etc., et qui embauche 2 illustrateurs pour produire ces images-là qui cherchent cette rencontre, ce dialogue, en fait, qui est une dynamique très fine entre contenu scientifique et outils de visualisation et de graphisme. Et en même temps, quand on voit ça,
on est replongé aussi dans un univers cinématographique, dans toute l'histoire des industries culturelles du XXe siècle, de la science-fiction, etc. Et donc pour conclure, voilà, je voulais vous montrer cette image qui continue de montrer que cette négociation, ce dialogue, en fait, il est indispensable à l'intérieur de cette vulgarisation des connaissances savantes. Merci beaucoup.